Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun a à nouveau placé sous programme d'austérité du gendarme financier international. Les ajustements structurels et la pression fiscale annoncés entre la ligne du programme de redressement économique du FMI suscitent des frayeurs et des critiques dans les milieux des affaires au Cameroun entre incompétence du gouvernement et risque de détérioration du tissu industriel. C'est un signal inquiétant pour l'économie camerounaise. Face à ces préoccupations, le gouvernement mise sur une stratégie de redynamisation des investissements, mais la diaspora camerounaise et sa puissance financière appelée à rescousse posent déjà ces conditions. Vous les écouterez dans ce journal. Exiger la levée du verrou sur la double nationalité au Cameroun. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gendarme financier international vient de dévoiler le programme de redressement économique du Cameroun avec à la clé plus de 400 milliards de francs CFA à débloquer en appui budgétaire et échelonné sur une période de 3 ans. Des ajustements structurels sont annoncés et une plus grande pression fiscale se dévoile entre la ligne de ce plan de redressement économique, de quoi susciter des frayeurs et des inquiétudes, mais aussi des critiques de la part des milieux des affaires à l'encontre du gouvernement. Innocent Abega et Donald Anoujoa. Le Cameroun renoue avec les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Le crédit de 666,2 millions de dollars que lui accorde l'institution financière internationale atteste de l'échec des programmes économiques de la partie camerounaise. Lorsque vous tapez à la porte, vous frappez à la porte du FMI, eh bien, vous dites au FMI, voilà, le pays nous a dépassés. Nous n'avons pas été capables de mettre en place de bonnes politiques économiques, de bonnes politiques financières. Nous venons vous demander le secours de venir mettre ça à notre place. Cela signifie que le Cameroun va désormais s'effacer et ne pourra plus rien faire que le FMI n'a accepté. Le crédit est loin de donner un souffle nouveau à l'économie camerounaise. Les 600 machins de milliards ne sont pas versés d'un trait. Ça va être un pensionnement. Ça va être un pensionnement qui, à terme, ne pourra pas être efficace. Face à ces conditions d'échelonnement drastique, les experts des questions financières proposent une gouvernance de gestion sans complaisance. Normalement, ça doit être géré dans des projets qui peuvent être rentables, pour qu'on ait à terme la possibilité de dégager des flux financiers et des plus-values pour pouvoir être en mesure de rembourser à la fois le principal et les intérêts de la dette. Le Cameroun aurait mieux fait d'explorer d'autres pistes que celles du Fonds monétaire international. Il y avait d'autres pistes qui auraient permis au Cameroun d'avoir de l'argent, notamment en refusant les conditionnalités et via les politiques du FMI, en refusant l'OCFA et en créant sa propre monnaie, qui nous permettrait, de mon point de vue, de mettre la planche à billets parce que nous sommes potentiellement et économiquement viables et fiables. Il sera désormais exigé aux autorités camerounaises plus de crédibilité et de transparence en matière d'exécution budgétaire. Face à ces préoccupations relatives à ce programme de redressement économique du FMI qui est destiné au Cameroun, le gouvernement mise sur une stratégie d'attraction et de redynamisation des investissements directs étrangers. Il a déposé un projet de loi relatif à la modification de certaines dispositions de la loi portant à l'investissement, aux incitations à l'investissement privé au Cameroun. Et les députés affichent leur insatisfaction quant aux modifications apportées à cette loi. Ce qui suscite la réticence des députés, c'est justement la volonté d'utiliser le crédit foncier pour financer une agence de promotion des investissements au Cameroun. Des précisions avec Joël Essenge et Marcelin Gansop. Les députés membres de la commission de production de l'Assemblée nationale sont unanimes sur un fait. C'est que la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé a montré ses limites au bout de 4 ans d'application. Vous voyez que de plus en plus, c'est le président de la République qui anime les forums de négociation des investissements.
Et les lourdeurs, effectivement, au niveau de son rattachement à un ministère, ont été constatés. Et c'est pour cela que je crois que c'était de bon augure qu'il soit rattaché à la présidence de la République. Et maintenant, il y a aussi une question de budget. Donc, nous sommes d'accord qu'un budget conséquent doit être accordé à cette entreprise, sauf qu'il faudrait que ce budget soit rationnellement utilisé. Voilà qui justifie les améliorations contenues dans le projet de loi soumis à l'approbation des députés. Sauf que malgré les modifications qui ont été apportées, quelques appréhensions persistent dans l'esprit des députés, membres de la commission de production. Quand vous prenez 15% auprès du crédit foncier pour financer le budget de l'API, il faut savoir aussi que le crédit foncier a un rôle majeur à jouer dans la gestion de logements au Cameroun et particulièrement la politique de logements sociaux. Et si on touche à son budget pour financer d'autres structures, cela peut fragiliser son action. Nous espérons que les espoirs attendus de cet organisme seront satisfaits parce que nous avons de plus en plus besoin d'investisseurs au Cameroun, que ce soit en matière agricole, dans le domaine minier, dans le domaine industriel. Si nous ne les avons pas et si les lois ne les favorisent pas, nous ne pouvons pas fonctionner. Donc il faudra juger les maçons au pied du mur. Le gouvernement salue les avancées qu'apporte le projet examiné en commission, dans la mesure où il opère une redynamisation des investissements, et ce à travers la facilitation et la simplification des procédures. Après leur examen en commission, les modifications apportées à la loi du 18 avril 2013 seront soumises à l'approbation de la Chambre entière dans les prochains jours. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a défendu ce projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi portant incitation à l'investissement privé. Ernest Ngwagoubou présente ici les avantages d'une telle modification de la charte des investissements de l'incitation aux investissements privés au Cameroun. La loi est dynamique, elle n'est pas statique, elle est appelée à évoluer par rapport au contexte. S'il y a des situations qu'on adresse, il faut pouvoir les remettre en cause. Il s'est trouvé que 4 ans après, on a constaté un certain nombre de manquements par rapport à l'implémentation de la loi sur le terrain, notamment avec les investisseurs qui nous les ont adressés. Et c'est pourquoi le gouvernement a donc proposé au Parlement de revenir sur la loi, notamment en modifiant certaines dispositions. Ce n'est pas tout le corpus de la loi qui a été modifié. Il n'y a que 9 articles qui ont été modifiés. Il faut quand même dire que les délais, on a revu les délais. Le traitement des dossiers, l'examen des dossiers passe de 2 jours à 5 jours parce qu'il faut s'assurer que toutes les pièces qui sont versées en souche sont de très bonne qualité pour ne pas induire le gouvernement ou l'organisme chargé de traiter le dossier en erreur. Il faut également voir ici qu'on a retrouvé des ressources. On a trouvé des ressources pour permettre à l'API de remplir ses missions. Or, le jeu au sein du ministère ne lui garantissait pas cette possibilité de pouvoir trouver des ressources nécessaires. C'est pour cette raison qu'on a maintenant trouvé des sources, notamment 15% à partir du crédit foncier et 15% également à partir de l'ART qui puisse permettre à l'API de fonctionner. L'autre innovation, c'est que vous savez que désormais, depuis avril 2017, l'API sort du ministère de l'Industrie pour être rattaché directement à la présidence de la République. Vous allez me demander pourquoi. Simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'API a des missions transversales qui dépassent le niveau du ministère de l'Industrie et qui couvrent beaucoup d'administrations. C'est pour cette raison qu'on a estimé que la rattacher à la présidence de la République devrait lui conférer cette autorité-là et lui permettre efficacement de mener ses activités. La question de la double nationalité rejaillit au forum de la diaspora qui se tient à Yaoundé. Des Camerounais résidant à l'étranger et disposant d'une importante puissance financière se disent prêts à retourner et investir au Cameroun. Cependant, ils posent des conditions pour favoriser ce retour dans leur pays d'origine, notamment la levée du verrou de la double nationalité qui apparaît en bonne place des mesures attendues des pouvoirs publics. Emmanuel Diop et Ike Cyril.
Camerounais vivant sur place au pays ou Camerounais vivant à l'étranger, la perception n'est toujours pas la même. Le constat que tout le monde peut faire, c'est qu'il y a une déconnexion entre les Camerounais hors du Cameroun et les Camerounais au Cameroun. Donc il fallait reconnecter ces deux catégories de Camerounais. Il faut recoller les morceaux. C'est l'objectif visé par le Forum de la diaspora qui se tient à Yaoundé. Et parmi les sujets qui fâchent, celui relatif à la double nationalité. Il y a des Camerounais qui aimeraient pouvoir venir au Cameroun sans avoir besoin d'aller faire un visa, pour pouvoir, avec fierté, apporter leur qualité et leur projet. Donc, cette question sera abordée. Si on incite les gens à revenir et qui disent que moi je veux bien investir, ramener de l'argent, ramener mes compétences, ramener des investisseurs, mais il faut un cadre qui me permette de le faire. Et dans ce cadre-là, la double nationalité peut être un plus. Les Camerounais de la diaspora sont porteurs de projets de développement, à l'instar du projet de création d'une usine de transformation de manioc et d'une unité de transformation de déchets en engrais organiques. De la diaspora, j'apporte un projet écologique, un projet qui ouvre une grande opportunité. Ce projet consiste à être producteur de notre matière première, c'est-à-dire le manioc, le transformer en farine de manioc et amidon, et tous les déchets de cette transformation sont transformés en engrais organiques. Mais comment y parvenir si le gouvernement n'y met pas du sien? Nous attendons d'avoir par exemple des exonérations de douane par rapport à toutes les machines qu'on va amener. Nous attendons aussi un accompagnement technique au niveau du Minader. Nous attendons aussi du Minmap de nous aider dans les concessions. Parce que comme je vous ai dit, on veut être producteur de notre propre matière première. L'attente est légitime, d'autant qu'il appartient à l'État d'inciter les Camerounais de la diaspora à retourner au bercail. C'est à l'État camerounais, au gouvernement, de mettre en place des mesures pour séduire cette diaspora, pour que cet investissement vienne plutôt au Cameroun. Quand on veut séduire un investisseur, c'est déjà faciliter la notion d'investissement dans les PME sur le continent. C'est la fiscalité. Est-ce qu'il peut y avoir des exonérations quand on investit? Donc il y a toutes ces mesures d'accompagnement et même la façon de permettre à toutes ces petites PME et PME de passer de l'informel au formel. Le Cameroun et sa diaspora agissent ensemble pour le développement de la nation. C'est le thème de la toute première édition du Forum de la diaspora qui se tient à Yaoundé, avec l'espoir que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Au sujet de ces questions brûlantes d'actualité économique, le groupement interpatronal du Cameroun se montre bien silencieux depuis le décès de son président André Fotso. Tous les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée générale élective prévue jeudi prochain au siège du JICAM à Douala, une occasion pour cette instance patronale de renforcer son influence dans la défense des intérêts du secteur privé au Cameroun. Innocent Abega et Kate Diarra. Un double choc sécuritaire et pétrolier a affecté l'activité économique du Cameroun au point de contraindre le pays à retourner au Fonds monétaire international pour l'élaboration d'un plan de redressement. Malgré cette décélération de la croissance et son impact sur le tissu industriel, le JICAM s'est montré silencieux depuis le décès de son président en exercice. À quelques jours de l'Assemblée générale élective de ce patronat qui compte 400 membres et 16 associations professionnelles, son secrétaire exécutif rassure tout de même sur la défense des intérêts de l'entreprise et la collaboration avec le secteur public. Avec le gouvernement, nous entretenons des concertations régulières. Nous faisons des propositions pour l'amélioration de certaines législations ou de certains règlements existants et régissant le monde de l'entreprise. La nouvelle économie basée sur le numérique se retrouve également dans les projets du patronat. Le JICAM a créé en son sein toute une commission en charge des nouvelles technologies de l'information, de la communication et de l'économie numérique. Et cette commission travaille en collaboration avec le ministère en charge de postes et télécommunications, de manière à impulser une dynamique nouvelle. Il réussit même à la présenter comme étant indispensable au développement d'une entreprise. Et lorsque nous avons organisé ces dernières années l'université du JICAM, la place de l'économie numérique a toujours été importante parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucune entreprise ne peut véritablement se développer si elle n'intègre pas
dans son activité au quotidien le développement du numérique. Au-delà de tous ces aspects, le JICAM envisage désormais d'être bien plus qu'une force de proposition. C'est le grand débat économique de l'heure sur le continent africain, le maintien ou la sortie des pays africains de la zone franc CFA. Et Idriss Déby Itno a frappé du poing sur la table dans un entretien accordé à des chaînes de télévision françaises. Le président tchadien dénonce le manque de souveraineté des pays africains utilisant la monnaie franc CFA. Cependant, ces présidents africains sont-ils prêts à franchir le pas du discours à l'acte pour réviser ces accords de coopération monétaire entre des pays africains et la France concernant le franc CFA? Élément de réponse dans ce reportage est signé Éric Martial Ndiomo. Idriss Déby Itno est resté constant sur sa position concernant le franc CFA. Le président tchadien s'impose depuis quelques années déjà comme un des fervents adversaires de cette monnaie. Le seul intérêt qu'il y a, c'est-à-dire que le franc CFA, 14 pays, c'est très bon, qui ont une monnaie commune. C'est une chance. Il ne faudra pas qu'il y ait, comment on appelle, un départ disparate par pays. Non. Il faut que le pays, les 14, regroupés, renégocier la monnaie franc CFA pour que cette monnaie réellement devienne une monnaie de ces pays-là. Mais que le trésor ne gère pas. Le trésor français ne gère pas notre monnaie. Parce que nous, en tant que pays souverain, nous gérons notre monnaie par nous-mêmes, par notre banque centrale. Nous avons aujourd'hui, au niveau du conseil d'administration de la banque centrale, il y a 3 Français qui siègent avec nous et qui ont le droit de, qu'on appelle veto. Dans cette interview, Idriss Déby Itno menace avec des mots à peine voilés de retirer ses troupes de plusieurs fronts contre les djihadistes en Afrique. Ceci justifie-t-il faute de moyens financiers. La France, plusieurs fois pointée du doigt par le président tchadien, a aussi été accusé par ce dernier d'être responsable de son maintien au pouvoir jusqu'à ce jour, et ceci contre sa volonté. En 2006, il devrait céder en fait 10 ans. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté, les mercenaires avaient attaqué, ils demeurent ici la ville, le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, ils... Attendez s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Et c'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est intersemé. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la constitution. Paradoxalement, Idriss Déby Itno n'envisage pas encore son départ de la présidence tchadienne. Mon destin, c'est seul Dieu qui connaît. Voilà. Donc vous dites, moi je ne fixe pas de limite, c'est la Providence qui décidera. Merci monsieur. Je n'ai rien à dire aux journalistes. Une série, le disait, le vice-chancellor de l'université de Boya, limogé ce mardi, Nalova Lyonga, éjecté de son siège après une série de mouvements estudiantins réprimés au plus fort de la crise anglophone. C'est désormais Ngomo Horace Manga, le nouveau vice-chancellor de l'université de Boya. Le recteur de l'université de Ngaoundéré a lui aussi été changé selon un décret présidentiel. L'on note que le nouveau recteur à Ngaoundéré est le professeur Oufié Tchindié Florence, épouse Melo. L'université de Maroua a également un nouveau recteur. Il s'agit du maître de conférence Idrissou Alioum. Pendant ce temps, l'université de Yaoundé 2 accueille un nouveau recteur, le professeur Minkwache Adolphe. Et le président du conseil d'administration de cette université est Maurice Tchouenté.
et le pro-chancellor Aboya et Ako Edouard Oben. Et durant ce décret présidentiel qui a été rendu public ce mardi, l'on note que d'autres responsables d'universités ont été promus vice-recteurs et des doyens de facultés et directeurs des grandes écoles. Toujours dans les milieux de l'éducation, l'on note que des parents critiquent la qualité de l'enseignement dispensé à leurs enfants inscrits dans des établissements scolaires situés en Djombe-Penja. Lors du bilan de l'année scolaire 2016-2017, l'on note que plusieurs élèves ont été exclus pour cause d'absentéisme durant l'année scolaire. Reportage Jacquino Molan et Nadine Yambou. Alors que l'année scolaire se referme, certains élèves dans l'arrondissement de Djombe-Penja, département du Mungo, n'ont pas atteint les 900 heures de cours prévues selon les tests. Je suis inscrit pour les heures d'absence. J'ai eu 5 à 6 heures. À côté des raisons évoquées par cet enfant, se greffe la qualité approximative des enseignements, ce qui a d'ailleurs contribué à perturber le déroulement de l'année scolaire dans ces deux localités. Nous n'avons pas de professeurs, nous faisons que recruter les vacataires du quartier, que l'État fait des efforts à nous envoyer des professeurs au lycée Bilan de Penja. Le lycée Bilan de Djombe utilise 60 professeurs vacataires, c'est lamentable. Pour créer un établissement comme ça, on l'abandonne aux parents. Ils envoient les professeurs, nous allons faire le reste. En réponse à toutes ces accusations, les chefs d'établissement pensent que tout part du rôle que devrait jouer chaque parent dans l'encadrement et l'éducation de son enfant. Il y a des parents qui passent toute une année et en septembre viennent et disent que mon enfant n'a pas de bulletin. Il était où depuis septembre? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas demandé le bulletin de son enfant en temps? Les parents ont beaucoup démissionné dans l'encadrement de possibilités des enfants. Djombe-Penja, localité essentiellement agricole, les enfants sont plus préoccupés par des travaux champêtres et l'autorité administrative entend sévir. Il n'est pas autorisé de se servir des enfants comme d'un bétail à revenu. Nous allons ensemble avec M. le maire, avec les responsables de FMO, avec les chefs de quartier, les chefs de village, au cours de notre tournée de prise de contact, mettre l'accent sur ce volet. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Chaque chose a son temps. Le temps de l'école, de la jeunesse. Et plus tard viendra le temps du travail, le temps de la vie professionnelle. En 3 mois de vacances, la communauté éducative de Djombe-Penja a le temps nécessaire de faire des réajustements avant la reprise dès septembre 2017. Une vive dispute autour d'une cueillette des fruits sauvages a dégénéré à tel point qu'un jeune homme de 19 ans a poignardé à mort son cousin avant de s'enfuir. Il vient d'être interpellé à Douala. Le récit est fait avec Eukwa Claude et Julienne Berthe-Bissaye. Les faits se déroulent à Monatélé dans le département de la Lekié, région du centre. Selon la version de Marker Tigui Ekogo, le présumé assassin, tout serait parti d'une vive polémique l'ayant opposé à son cousin autour de la cueillette des mangues. C'est comme ça que j'ai le couteau, il voit le couteau, il se met à fuir, il part entrer chez mon oncle, il s'enferme. Quand il s'enferme, moi je remonte, je prends ma bassine, je traverse la route. Quand il traverse la route, sa maman était assise dehors. Quand elle me voit traverser, elle entre dans la cuisine. Quand elle entre dans la cuisine, croyant peut-être que moi je venais la blesser, alors que je partais pour puiser l'eau et je voulais qu'elle m'empêche de puiser l'eau. C'est comme ça que son fils derrière, on lui donne une roue. Quand il vient, il me frappe la roue au niveau de la tête. Quand il me frappe la roue, moi j'ai aussi le couteau à main. C'est comme ça que je le pique le couteau, il tombe. Transporté d'urgence à l'hôpital, le cousin de Marker Ekogo rendra l'âme. Et ils prennent le blessé, ils descendent avec lui à Monatélé, à 7 km du village. Il est parti mourir à l'hôpital. Après le décès de son cousin, le mis en cause s'enfuira pour Ebebda dans un premier temps, puis Yaoundé et enfin Douala. La porte était fermée, j'entre par la fenêtre de ma chambre, je prends mes habits, je pars à Ebebda, c'est aux environs de 1 heure. Je vends un blouson et un démembré pour voyager parce que je n'avais pas l'argent. C'est comme ça que je voyage d'abord sur Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, prends la voiture pour Douala. Prévenu d'avance, son frère aîné, résident dans la capitale économique, alertera les forces de sécurité. Nous sommes déportés donc en ce quartier et directement nous avons pu mettre la main sur ce meurtrier avant de le conduire ici dans notre unité pour davantage l'exploiter
afin qu'il soit transféré à Monatélé ou alors à la DRPJ de Yaoundé. Marquer Tigui Ekogo alias Galaxy médite son sort dans les locaux de la prison du 8e arrondissement de Douala. Des publi-reportages dans ce journal, des enfants d'un orphelinat, la Compassion située à Bonaloka dans un arrondissement de Douala, ont vécu des moments inoubliables de communion et de partage grâce à l'entreprise Swisscoin qui leur a apporté des denrées alimentaires, mais aussi bien des produits de première nécessité. Reportage. Tel un messie qui arrive dans une famille pauvre, c'est ainsi que l'on pourrait présenter l'entreprise Swisscoin qui a décidé de voler au secours des enfants vulnérables. Et c'est l'orphelinat La Compassion, situé à Bonaloka dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, qui a reçu cet élan de cœur et de générosité de l'entreprise. C'est vraiment l'une des priorités de Swisscoin, l'entreprise Swisscoin, c'est-à-dire de venir aider les gens, les enfants qui sont vraiment qui ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on a décidé ce matin de venir offrir ce qu'on peut. Et aussi, ça ne sera pas la dernière visite. Dans leur panier, des cartons de savon, de lait, sacs de riz, pommes de terre et bien d'autres produits de première nécessité. Voilà l'important don gracieusement offert à ces enfants, de quoi redonner du sourire et de la joie à ces orphelins qui l'avaient perdu. Et le merci se dit en chanson. Un geste de cœur qui n'a pas laissé indifférent la fondatrice de l'orphelinat La Compassion. Nous sommes tellement touchés de voir un si grand don comme les charbons, le sac des macabos, les bassines, tout autre, le pouce. Tout c'était nos besoins prioritaires. Nous avons vu qu'ils ont tenu réellement, comme ils avaient dit qu'ils devaient venir. Ce jour, ils ont accompli. Nous sommes tellement contents. Nous disons grandement merci à ces groupes, que le Seigneur les bénisse beaucoup et les ouvre plus davantage des portes. L'orphelinat La Compassion, qui a 17 ans d'existence, ne manque pas d'ambition. Nous avons un terrain de 400 mètres carrés qui a été donné pour la construction de l'orphelinat. Et nous avons déjà défiché ce terrain. Nous avons fait un hangar dont on n'avait pas mis le tôle parce qu'on avait peur que si on mettait même, on pouvait voler parce qu'on n'est pas en train d'habiter. C'est pour cela que nous profitons ce jour. Pendant que Swisscoin est au milieu de nous, nous voulons les supplier que vraiment s'ils pouvaient venir en aide pour la construction de cet orphelinat, parce qu'un jour on peut nous dire de quitter ici, nous n'aurons pas où aller. Nous avons aussi compris le besoin, le terrain qui est au niveau de Bangapongo. Et c'est vrai que nous sommes en train de vouloir toucher tout le Cameroun. Mais nous allons faire quelque chose pour ce besoin qu'elle a expliqué. Swisscoin, une entreprise spécialisée dans la monnaie électronique, se présente aujourd'hui comme une solution aux opérateurs économiques de toutes catégories. Swisscoin is actually a way to put a smile on the faces of young Cameroonians who want to get into the cryptocurrency industry. So we are here to also say, we're making some money, so we thought that it's a good thing to come and share with the children here at La Compassion. And this is not our last visit, it is a first, and we're still coming back, and just like the mama said, l'entreprise n'a pas que le Cameroun comme espace d'affaires. And today we have about over 750 cryptocurrencies, and Swisscoin is one of them, and targeting African, Asian and European market. And today there are over 500 Swisscoin miners in Cameroon. L'entreprise Swisscoin, déjà bien installée dans la ville de Douala, envisage de conquérir tout le territoire national. La Société anonyme des brasseries du Cameroun soutient les activités sportives dans tout le pays. Elle a déployé d'importants moyens pour l'organisation de la finale du championnat de football de la communauté Bayangam installée dans le département du Vouri. Reportage. 90 minutes de communion autour du ballon rond. La thématique met en relief la fin de la saison sportive de la communauté Bayangam du Vouri. La finale de football qui oppose l'équipe du village Kassap, ici en blanc, à celle du village Mbeng en bleu, va inviter dans les gradins un public des grands jours et les brasseries du Cameroun, positionné en top sponsor de l'événement. Le match entrecoupé d'intermèdes musicaux, expression de la diversité culturelle de la communauté Bayangam,
va s'achever sur le score de 1-0 en faveur d'Mbeng FC. Occasion pour les finalistes de retracer le film de la finale. Avec le coach tout à l'heure, on s'était dit de ne pas encaisser d'avoir les premiers, vu que les finales se jouent souvent sur les petits détails. Sincèrement, on a pris un but sur le coup de pied arrêté. On a tout fait, mais l'adversaire physiquement est venu. Nous aussi on a répondu dans le box-to-box. On n'a pas pu égaliser. Bravo à cette équipe. Le comité d'organisation, quant à lui, se dit satisfait de l'issue de ce championnat qui a retenu l'attention de la jeunesse Bayangam du Vouri. Après 7 mois de haute compétition, et aujourd'hui ça a été, n'est-ce pas, l'apothéose. Je pourrais dire que tout a bien commencé et tout est bien fini. L'élite Bayangam, qui soutient le mouvement sportif, va à son tour donner le programme des activités à venir. La spéciale cette année, c'est qu'à l'issue de ce tournoi, nous allons nous déporter à Bayangam même. On va réunir les équipes de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, de Bafoussam, Batoufam, Bandrefam, qui forment le groupement Bayangam. Donc ce tournoi va avoir lieu entre le 14 et le 20 août. Très prochainement à Bayangam même, donc ça sera une grande fête. Le bureau de gestion de la communauté Bayangam du Vouri va pour l'occasion rappeler l'ordre des priorités aux membres. On avait un plan d'action. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il a été bien déroulé et que notre message, qui était le rassemblement pour le développement, est passé. Nous exhortons tout simplement tous ceux qui ont été là de fédérer les efforts pour que l'année prochaine soit plus meilleure. La remise du trophée aux vainqueurs et autres prix viendront mettre un terme à cette fête sportive riche en sons et couleurs. La Société des eaux minérales du Cameroun, une entité du groupe SABC, a organisé une marche sportive dans la localité de Mombo, département du Mungo, mais également cette entreprise a planté près de 400 plants d'arbres pour montrer son engagement pour la protection de l'environnement. Reportage. La 12e édition de la journée sportive organisée par le groupe SABC le 4 juin 2017 est placée sous le thème One Team, One Goal. C'est aussi déroulé à Mombo, localité qui abrite l'usine de production de Source Tanguy, la pionnière des eaux minérales naturelles au Cameroun. Les 8 km de marche sportive, encadrés par un dispositif sanitaire et sécuritaire de pointe, vont permettre au personnel de la Société des eaux minérales du Cameroun, ainsi qu'à leurs nombreux invités, de mettre en évidence la profondeur du message qui fait de l'eau minérale naturelle Source Tanguy le sponsor officiel de votre santé. Les athlètes du jour, après qu'ils aient consommé une bonne dose d'eau minérale naturelle Source Tanguy pour étancher leur soif, ne manqueront pas aussi de décrypter la symbolique de cette marche sportive. Premièrement, pour être sincère, je suis fatiguée parce que c'est beaucoup d'efforts physiques, c'est beaucoup de dépenses d'énergie. Mais je suis également contente et satisfaite parce que je vois la mobilisation générale, je vois tout le groupe ensemble, je vois que nous sommes en fait dans notre slogan One Team, One Goal. Vous savez, l'environnement fait partie des droits du consommateur. Alors, le fait que la SABC, pardon, la SMC soit en contact avec la nature et de l'eau qui sont en train de nous servir, certifie jusqu'ici la qualité de l'eau que cette société met à la disposition de consommateurs. Je suis donc venu toucher du doigt les réalités de la SMC. L'autre importante articulation qui va retenir l'attention des participants à la journée sportive 2017 du groupe SABC à Mombo porte sur la protection de l'environnement. Les équipes de travail constituées pour la circonstance vont, sous la conduite du top management de la Société des eaux minérales du Cameroun, planter 400 essences constituées d'arbres fruitiers et forestiers en guise de reboisement de 8 hectares de terre sur une superficie totale de 100 hectares. L'œuvre qui se veut pérenne vise à rapprocher les gens de la nature. Elle permet aussi à la Société des eaux minérales du Cameroun de protéger cette nappe souterraine qui est la matière première de son activité. L'eau minérale naturelle Tanguy se doit de protéger l'environnement dans lequel elle travaille, dans lequel elle va chercher et puise son eau, parce que ça vous permet de maintenir la nappe propre, saine,
Et c'est pour ça que Tanguy, depuis plus de 30 ans, travaille pour la qualité dans ce pays. C'est autour des agapes et en consommant sous Tanguy à provision que le personnel de la Société des eaux minérales du Cameroun et leurs prestigieux invités vont ensemble participer aux différentes activités ludiques organisées à l'occasion de la journée sportive 2017 du groupe SABC. En attendant la 13e édition de la journée sportive du groupe SABC, son entité, la Société des eaux minérales du Cameroun, renseigne que sa promesse aujourd'hui et demain, c'est d'offrir aux consommateurs une qualité toujours identique à celle des entreprises internationales les plus performantes, avec ce plus naturel qui fait que Sous Tanguy ne ressemblera jamais à aucune autre eau minérale naturelle. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox pour suivre le prochain rendez-vous qui est consacré à la grande tribune où les femmes s'expriment sur des sujets et des problématiques qui les concernent. Une émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé à suivre juste après cette édition du 20h. Merci de rester sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun à nouveau placé sous programme d'austérité du gendarme financier international. Les ajustements structurels et la pression fiscale annoncés entre les lignes du programme de redressement économique du FMI suscitent des frayeurs et des critiques dans les milieux des affaires au Cameroun entre incompétence du gouvernement et risque de détérioration du tissu industriel. C'est un signal inquiétant pour l'économie camerounaise. Face à ces préoccupations, le gouvernement mise sur une stratégie de redynamisation des investissements, mais la diaspora camerounaise et sa puissance financière appelée à rescousse posent déjà ces conditions. Vous les écouterez dans ce journal. Exiger la levée du verrou sur la double nationalité au Cameroun. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le gendarme financier international vient de dévoiler le programme de redressement économique du Cameroun avec à la clé plus de 400 milliards de francs CFA à débloquer en appui budgétaire et échelonné sur une période de 3 ans. Des ajustements structurels sont annoncés et une plus grande pression fiscale se dévoile entre la ligne de ce plan de redressement économique, de quoi susciter des frayeurs et des inquiétudes, mais aussi des critiques de la part des milieux des affaires à l'encontre du gouvernement. Innocent Abega et Donald Anoujoa. Le Cameroun renoue avec les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Le crédit de 666,2 millions de dollars que lui accorde l'institution financière internationale atteste de l'échec des programmes économiques de la partie camerounaise. Lorsque vous tapez à la porte, vous frappez à la porte du FMI, eh bien, vous dites au FMI, voilà, le pays nous a dépassés. Nous n'avons pas été capables de mettre en place de bonnes politiques économiques, de bonnes politiques financières. Nous venons vous demander le secours de venir mettre ça à notre place. Cela signifie que le Cameroun va désormais s'effacer et ne pourra plus rien faire que le FMI n'a accepté. Le crédit est loin de donner un souffle nouveau à l'économie camerounaise. Les 600 machines de députés, sauf que malgré les modifications qui ont été apportées, quelques appréhensions persistent dans l'esprit des députés, membres de la commission de production. Quand vous prenez 15% auprès du crédit foncier pour financer le budget de l'API, il faut savoir aussi que le crédit foncier a un rôle majeur à jouer dans la gestion de logements au Cameroun, et particulièrement la politique de logements sociaux. Et si on touche à son budget pour financer d'autres structures, cela peut fragiliser son action. Nous espérons que les espoirs attendus
de cet organisme seront satisfaits parce que nous avons de plus en plus besoin d'investisseurs au Cameroun, que ce soit en matière agricole, dans le domaine minier, dans le domaine industriel. Si nous ne les avons pas et si les lois ne les favorisent pas, nous ne pouvons pas fonctionner. Donc il faudra juger le maçon au pied du mur. Le gouvernement salue les avancées qu'apporte le projet examiné en commission, dans la mesure où il opère une redynamisation des investissements, et ce à travers la facilitation et la simplification des procédures. Après leur examen en commission, les modifications apportées à la loi du 18 avril 2013 seront soumises à l'approbation de la Chambre entière dans les prochains jours. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a défendu ce projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi portant incitation à l'investissement privé. Ernest Ngwagoubou présente ici les avantages d'une telle modification de la charte des investissements de l'incitation aux investissements privés au Cameroun. La loi est dynamique, elle n'est pas statique, elle est appelée à évoluer par rapport au contexte. S'il y a des situations qu'on adresse, il faut pouvoir les remettre en cause. Il s'est trouvé que 4 ans après, on a constaté un certain nombre de manquements par rapport à l'implémentation de la loi sur le terrain, notamment avec les investisseurs qui nous les ont adressés. Et c'est pourquoi le gouvernement a donc proposé au Parlement de revenir sur la loi, notamment en modifiant certaines dispositions. Ce n'est pas tout le corpus de la loi qui a été modifié. Il n'y a que 9 articles qui ont été modifiés. Il faut quand même dire que les délais, on a revu les délais. Le traitement des dossiers, l'examen des dossiers passe de 2 jours à 5 jours parce qu'il faut s'assurer que toutes les pièces qui sont versées en souche sont de très bonne qualité pour ne pas induire le gouvernement ou l'organisme chargé de traiter le dossier en erreur. Il faut également voir ici qu'on a retrouvé des ressources. On a trouvé des ressources pour permettre à l'API de remplir ses missions. Or, le jeu au sein du ministère ne lui garantissait pas cette possibilité de pouvoir trouver des ressources nécessaires. C'est pour cette raison qu'on a maintenant trouvé des sources, notamment 15% à partir du crédit foncier et 15% également à partir de l'ART qui puisse permettre à l'API de fonctionner. L'autre innovation, c'est que vous savez que désormais, depuis avril 2017, l'API sort du ministère de l'Industrie pour être rattaché directement à la présidence de la République. Vous allez me demander pourquoi. Simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'API a des missions transversales qui dépassent le niveau du ministère de l'Industrie et qui couvrent beaucoup d'administrations. C'est pour cette raison qu'on a estimé que la rattacher à la présidence de la République devrait lui conférer cette autorité-là et lui permettre efficacement de mener ses activités. La question de la double nationalité rejaillit au forum de la diaspora qui se tient à Yaoundé. Des Camerounais résidant à l'étranger et disposant d'une importante puissance financière se disent prêts à retourner et investir au Cameroun. Cependant, ils posent des conditions pour favoriser ce retour dans leur pays d'origine, notamment la levée du verrou de la double nationalité qui apparaît en bonne place des mesures attendues des pouvoirs publics. Emmanuel Diop et Ike Cyril. Camerounais vivant sur place au pays ou Camerounais vivant à l'étranger, la perception n'est toujours pas la même. Le constat que tout le monde peut faire, c'est qu'il y a une déconnexion entre les Camerounais hors du Cameroun et les Camerounais au Cameroun. Donc il fallait reconnecter ces deux catégories de Camerounais. Il faut recoller les morceaux. C'est l'objectif visé par le forum de la diaspora qui se tient à Yaoundé. Et parmi les sujets qui fâchent, celui relatif à la double nationalité. Il y a des Camerounais qui aimeraient pouvoir venir au Cameroun sans avoir besoin d'aller faire un visa pour pouvoir, avec fierté, apporter leur qualité et leur projet. Donc, cette question sera abordée. Si on incite les gens à revenir et qui disent que moi je veux bien investir, ramener de l'argent, ramener mes compétences, ramener des investisseurs, mais il faut un cadre qui me permette de le faire. Et dans ce cadre-là, la double nationalité peut être un plus. Les Camerounais de la diaspora sont porteurs de projets de développement, à l'instar du projet de création d'une usine de transformation de manioc et d'une unité de transformation de déchets en engrais organiques. De la diaspora, j'apporte un projet écologique, un projet qui ouvre une grande opportunité
Ce projet consiste à être producteur de notre matière première, c'est-à-dire le manioc, le transformer en farine de manioc et amidon, et tous les déchets de cette transformation sont transformés en engrais organique. Mais comment y parvenir si le gouvernement n'y met pas du sien? Nous attendons d'avoir par exemple des exonérations de douane par rapport à toutes les machines qu'on va amener. Nous attendons aussi un accompagnement technique au niveau du Minader. Nous attendons aussi du Minmap de nous aider dans les concessions. Parce que comme je vous ai dit, on veut être producteur de notre propre matière première. L'attente est légitime, d'autant qu'il appartient à l'État d'inciter les Camerounais de la diaspora à retourner au bercail. C'est à l'État camerounais, au gouvernement, de mettre en place des mesures pour séduire cette diaspora, pour que cet investissement vienne plutôt au Cameroun. Quand on veut séduire un investisseur, c'est déjà faciliter la notion d'investissement dans les PME sur le continent. C'est la fiscalité. Est-ce qu'il peut y avoir des exonérations quand on investit? Donc, il y a toutes ces mesures d'accompagnement et même la façon de permettre à toutes ces petites PME de passer de l'informel au formel. Le Cameroun et sa diaspora agissent ensemble pour le développement de la nation. C'est le thème de la toute première édition du Forum de la diaspora qui se tient à Yaoundé, avec l'espoir que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Au sujet de ces questions brûlantes d'actualité économique, le groupement interpatronal du Cameroun se montre bien silencieux depuis le décès de son président André Fotso. Tous les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée générale élective prévue jeudi prochain au siège du JICAM à Douala, une occasion pour cette instance patronale de renforcer son influence dans la défense des intérêts du secteur privé au Cameroun. Innocent Abega et Kate Diarra. Un double choc sécuritaire et pétrolier a affecté l'activité économique du Cameroun au point de contraindre le pays à retourner au Fonds monétaire international pour l'élaboration d'un plan de redressement. Malgré cette décélération de la croissance et son impact sur le tissu industriel, le JICAM s'est montré silencieux depuis le décès de son président en exercice. À quelques jours de l'Assemblée générale élective de ce patronat qui compte 400 membres et 16 associations professionnelles, son secrétaire exécutif rassure tout de même sur la défense des intérêts de l'entreprise et la collaboration avec le secteur public. Avec le gouvernement, nous entretenons des concertations régulières. Nous faisons des propositions pour l'amélioration de certaines législations ou de certains règlements existants et régissant le monde de l'entreprise. Les milliards ne sont pas versés d'un trait. Ça va être un pensionnement. Ça va être un pensionnement qui, à terme, ne pourra pas être efficace. Face à ces conditions d'échelonnement drastique, les experts des questions financières proposent une gouvernance de gestion sans complaisance. Normalement, ça doit être géré dans des projets qui peuvent être rentables, pour qu'on ait à terme la possibilité de dégager des flux financiers et des plus-values pour pouvoir être en mesure de rembourser à la fois le principal et les intérêts de la dette. Le Cameroun aurait mieux fait d'explorer d'autres pistes que celles du Fonds monétaire international. Il y avait d'autres pistes qui auraient permis au Cameroun d'avoir de l'argent, notamment en refusant les conditionnalités via les politiques du FMI, en refusant l'OCFA et en créant sa propre monnaie, qui nous permettrait, de mon point de vue, de mettre la planche à billets parce que nous sommes potentiellement et économiquement viables et fiables. Il sera désormais exigé aux autorités camerounaises plus de crédibilité et de transparence en matière d'exécution budgétaire. Face à ces préoccupations relatives à ce programme de redressement économique du FMI qui est destiné au Cameroun, le gouvernement mise sur une stratégie d'attraction et de redynamisation des investissements directs étrangers. Il a déposé un projet de loi relatif à la modification de certaines dispositions de la loi portant à l'investissement, aux incitations à l'investissement privé au Cameroun, et les députés affichent leur insatisfaction quant aux modifications apportées à cette loi. Ce qui suscite la réticence des députés, c'est justement la volonté d'utiliser le crédit foncier pour financer une agence de promotion des investissements au Cameroun. Des précisions avec Joël Essenge et Marcelin Gansop.
Les députés membres de la commission de production de l'Assemblée nationale sont unanimes sur un fait. C'est que la loi du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé a montré ses limites au bout de 4 ans d'application. Vous voyez que de plus en plus, c'est le président de la République qui anime les forums de négociation des investissements. Et les lourdeurs, effectivement, au niveau de son rattachement à un ministère, ont été constatées. Et c'est pour cela que je crois que c'était de bon augure qu'il soit rattaché à la présidence de la République. Et maintenant, il y a aussi une question de budget. Donc, nous sommes d'accord qu'un budget conséquent doit être accordé à cette entreprise, sauf qu'il faudrait que ce budget soit rationnellement utilisé. Voilà qui justifie les améliorations contenues dans le projet de loi soumis à l'approbation des